Nous sommes entrés dans un nouveau chapitre du programme Starship, l'ère de Starship Block 3. Même si son premier vol n'est plus très loin, beaucoup de personnes ne comprennent pas encore pleinement à quel point ce véhicule est différent. Et pour cause, Block 3 n'est pas une simple amélioration, c'est une toute nouvelle bête. Voici la véritable histoire de Starship Block 3. L'accident de B-18, bien que malheureux, a constitué un revers pour le programme, en particulier alors que SpaceX cherche à avancer rapidement. Mais pour les passionnés de spatial et ceux qui suivent de près Starship, il a aussi offert une occasion rare, un premier aperçu clair de l'intérieur du tout dernier booster Super Heavy. Cette vue a révélé des détails fascinants, notamment la manière dont Super Heavy version 3 achemine et gère ses ergols, et pourquoi SpaceX a repensé toute la tuyauterie afin de rendre les atterrissages plus fiables. Commençons par l'oxygène liquide. Dans la version 3, il n'y a plus de grand tube central de transfert traversant le réservoir d'oxygène. La raison est simple. L'ensemble du réservoir externe est déjà rempli d'oxygène liquide. Lorsque les vannes s'ouvrent, l'oxygène s'écoule directement vers les moteurs par de courts chemins d'alimentation. On distingue désormais clairement de nombreuses conduites allant vers les moteurs, mais beaucoup d'entre elles ne transportent pas d'ergols. Elles servent à d'autres fonctions, comme le gaz de pressurisation, les systèmes de contrôle ou l'instrumentation. Comme le réservoir est complètement plein durant l'ascension, il n'y a plus besoin d'un conduit dédié pour amener l'oxygène au moteur Raptor 3 externe. Le méthane est différent. Le méthane liquide se trouve dans le réservoir supérieur. Il doit donc toujours parcourir toute la longueur jusqu'à la section moteur. C'est pourquoi il existe un grand tube central de transfert du méthane, que SpaceX décrit comme ayant un diamètre comparable à celui d'un Falcon 9. On peut presque parler d'une fusée dans la fusée. Ce tube est fortement renforcé, car il subit des contraintes extrêmes. Au début du vol, l'oxygène liquide environnant exerce une pression vers l'intérieur. Puis plus tard, une fois l'oxygène consommé, la pression du méthane pousse vers l'extérieur. De plus, Super Heavy est conçu pour revenir et se poser en douceur près de la tour de lancement, ce qui impose à la structure de résister à d'importantes charges aérodynamiques et d'atterrissage. À la base de ce réservoir de méthane, le flux se divise en de nombreuses conduites alimentant les 33 moteurs. La nouveauté la plus inhabituelle de la version 3 est le réservoir monté sur le côté. Il existe pour résoudre un problème d'atterrissage. Lorsque Super Heavy revient pour être attrapé par la tour, la majeure partie de son ergol a déjà été consommée. L'oxygène liquide restant dans le réservoir principal peut alors balloter ou se fragmenter, ce qui risque d'affamer les moteurs lors de l'allumage final. Pour éviter cela, SpaceX a ajouté un réservoir tampon dédié d'oxygène liquide, monté sur le flanc du booster. Ce réservoir reste en grande partie plein pendant tout le vol et est réservé à la combustion finale d'atterrissage. Lors de l'ascension et des premières manœuvres, l'alimentation provient probablement du réservoir principal. Après la manœuvre de retour, des vannes basculent l'alimentation des moteurs internes vers le réservoir latéral. Ainsi, lorsque Super Heavy rallume ses moteurs pour la descente finale et la capture par la tour, l'alimentation en oxygène est stable, propre et prévisible. Associée au tube central de transfert du méthane, cette architecture permet de garder les deux ergols parfaitement maîtrisés jusqu'au moment de l'atterrissage. Une question intéressante revient souvent à propos du booster Block 3. Sur la version 2, l'anneau de hot staging se trouvait entre le vaisseau et le booster et couvrait volontairement une partie d'un côté. Cette zone masquée biaisait l'écoulement des gaz d'échappement lors de la séparation, aidant le booster à initier sa rotation dans une direction préférée au moment où les moteurs du vaisseau s'allumaient. Autrement dit, une partie du contrôle du retournement provenait de la manière dont les gaz interagissaient entre le vaisseau et le booster. Avec la version 3, cette approche a disparu. Le système de hot staging est désormais intégré directement au booster, et il n'y a plus d'anneau sacrificiel avec un blindage asymétrique. Cela signifie-t-il que SpaceX a renoncé à contrôler le retournement ? Absolument pas.
Cela signifie simplement que les mécanismes de contrôle ont été déplacés ailleurs et rendus plus subtils et structurels, plutôt que de reposer sur une grande ouverture asymétrique. Le premier changement majeur est que la séquence d'allumage des moteurs est désormais plus importante que le blindage physique. La combinaison des moteurs Raptor Vacuum et des Raptor de niveau de la mer sur le vaisseau, allumés dans un ordre précis, crée un environnement de panache asymétrique au-dessus du booster. Même de faibles différences de synchronisation et de montée en poussée peuvent impartir une impulsion de rotation, surtout au moment de la séparation, lorsque les deux véhicules sont encore très proches et que les forces se couplent efficacement. Le deuxième changement concerne la géométrie arrondie du dôme de l'interétage. Ce dôme plus lisse modifie la manière dont les gaz d'échappement s'écoulent à sa surface. Les panaches ne s'accrochent plus autant aux arêtes, mais glissent et s'enroulent autour. Cela permet de guider l'impact des panaches grâce à la courbure plutôt qu'à des barrières rigides. Lorsque le booster commence à s'éloigner, le panache balaie la surface du dôme et la géométrie détermine où la chaleur et les forces se concentrent. C'est pour cette raison qu'on observe désormais des plaques de renfort ciblées sur des zones précises du dôme, plutôt qu'un blindage uniforme. L'examen du sommet du booster 18 a offert une excellente vue de cette cartographie thermique. Les plaques externes assurent une protection générale, tandis que les plaques internes sont positionnées stratégiquement, juste sous chaque moteur, qu'il soit vacuum ou de niveau de la mer. Le troisième facteur est l'asymétrie volontaire, et c'est là que l'absence d'un aileron gris entre en jeu. En supprimant un aileron gris, SpaceX biaise volontairement la masse, la traînée et la tolérance thermique dans une direction donnée. Cette asymétrie agit de concert avec les forces des panaches pour favoriser une direction de retournement cohérente, sans avoir besoin d'une grande structure externe destinée à donner un coup au booster. Vient ensuite la question du blindage décalé des airvacs, puisque ces moteurs ne peuvent pas s'orienter. Une théorie est la suivante. Même si les moteurs eux-mêmes ne bougent pas, leurs gaz d'échappement, eux, bougent bel et bien. À l'altitude de séparation, la pression ambiante est encore suffisamment élevée pour que l'échappement des airvacs soit sous-détendu, ce qui signifie que la pression atmosphérique pousse le panache vers l'intérieur, en direction de l'axe central du véhicule. Si l'on tient compte des moteurs centraux de niveau de la mer et de leur capacité d'orientation, les panaches interagissent et se comportent davantage comme un champ d'écoulement unique et flexible que comme des jets séparés. Lorsque le booster commence à pivoter, cette nappe de panache combinée balaie le dôme. Même un moteur non orientable peut créer un échauffement et une force asymétrique si son panache est dévié ou redirigé par les gaz voisins et le mouvement du véhicule. Ainsi, au lieu de s'appuyer principalement sur la synchronisation d'allumage, SpaceX peut désormais utiliser l'orientation des moteurs dans une direction préférée lors de la séparation. Cela permet de diriger le panache combiné afin qu'il impacte plus fortement un côté du dôme, générant à la fois une charge thermique et une force de réaction qui aide à initier la rotation. Cette approche est plus contrôlable, plus ajustable et ne nécessite pas de structure jetable. La version 3 n'abandonne donc pas le contrôle du retournement lors de la séparation. Elle remplace une solution mécanique brutale par une combinaison plus élégante de physique des panaches, de géométrie du véhicule, de stratégie d'orientation des moteurs et d'asymétrie délibérée. Passons maintenant à l'étage supérieur. Contrairement au booster, dont de nombreux changements sont évidents tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, l'apparence extérieure de l'étage supérieur de Starship peut sembler familière par rapport aux versions précédentes. Mais attention aux apparences. Sous la surface, lui aussi a été entièrement repensé. L'une des évolutions les plus visibles est l'ajout d'adaptateurs d'amarrage externes. Ces deux ports ressemblent fortement à ceux présentés dans les illustrations de ravitaillement orbital de SpaceX, et c'est précisément leur fonction. Permettre à deux Starships de s'amarrer en orbite pour transférer des ergols. Cette capacité est essentielle pour rendre possible les missions lunaires et l'exploration de l'espace lointain.